Congo est une réserve de 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux douces du monde. Et nous disons, mais ça c'est un paradis que nous avons transformé en enfer. En fait, en République démocratique du Congo, on est en enfer au paradis en réalité. Est-ce que ce pays peut redevenir encore ce petit paradis qui faisait rêver? Nous disons oui, puisque le quatrième défi que nous avons retenu, auquel l'humanité fait face aujourd'hui, c'est le défi de la rareté de l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Mais quand on vous parle de Inga c'est 44 000 MW potentiel. Quand on vous parle de l'énergie propre sur l'ensemble du territoire national, quand vous prenez la rivière Ubangi, vous prenez Ruzizi, vous prenez Lubilansi, vous prenez toutes ces rivières du Congo, il y en a tellement, et nous sommes à 100 000 MW du potentiel. Mais je voudrais aussi vous dire que les études du PNUD, dont je détiens des données, démontrent que 76 000 villages de la République démocratique du Congo peuvent s'autosuffire en électricité et en eau sans recourir à Inga ni aux grandes rivières. Donc ça signifie que le Congo, aujourd'hui, en reprenant les eaux de l'embouchure du fleuve Congo, les eaux qui se déversent dans l'océan Atlantique pour devenir des eaux salées, si on construit un canal avec le pétrole du Tchad pour orienter ces eaux vers le lac Tchad, aujourd'hui, on va sauver tous ces pays du Sahel. Et là, ça nous permet de parler de notre défi qui n'était pas listé au départ, qui est venu s'inviter au rendez-vous. C'est le terrorisme aujourd'hui. Quand on va dans la République démocratique du Congo, à gauche, vous avez le Boko Haram qui descend, vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Mais à droite, on a les Shebab qui viennent de la Somalie, qui ont déjà frappé à la porte de Kampala. Mais si on laisse des forces négatives entrer dans la grande forêt équatoriale de la République démocratique du Congo, où ces forces vont trouver et diamants, et or, et coltan, et toutes sortes de richesses, et même du pétrole, ça signifie que le monde entier va être menacé par ce phénomène aujourd'hui du terrorisme. Nous disons aujourd'hui, on parle des migrants. Nous suivons la télévision, comment nos frères prennent le risque de traverser la Méditerranée et ils meurent. Nous voyons comment la Syrie a déversé sur l'espace Schengen des migrants. Mais c'est un problème pourquoi? Parce que l'Europe, l'Amérique, développer peut-être se disait les problèmes de l'Afrique ou du Moyen-Orient ne sont pas nos problèmes. Mais aujourd'hui, il est démontré que le destin de l'humanité est commun. Quand ça ne va pas au Moyen-Orient, l'Europe est secouée. Quand ça ne va pas en Afrique, l'Europe est secouée. Voilà pourquoi nous avons soutenu la thèse qui a été défendue jusqu'à présent et qui a fait qu'il y a un think tank qui a vu le jour, qui va permettre à l'Afrique, à la Méditerranée, à l'Europe et au Moyen-Orient d'aborder le problème du destin commun. Comme l'Amérique le fait avec l'Amérique latine, avec le Canada, comme la Chine avec d'autres pays de l'Asie. Et là, ce sont des tranches d'orange qui sont verticales, mais il faudra chercher à faire des tranches d'orange horizontales pour une mondialisation à visage humain. Mais l'autre défi auquel l'humanité fait face aujourd'hui, c'est le défi de la rareté des matières premières, avec la montée de la Chine, avec l'industrialisation de l'Amérique latine. Vous savez que les matières premières sont des matières qui s'épuisent. Et la République démocratique du Congo, d'après les études de Atlantic Council aux États-Unis, on démontre que 10 minerais du Congo représentent 24 000 milliards de dollars américains. Soit, vous prenez le PIB, le produit intérieur brut de l'Amérique aujourd'hui, additionné à le produit intérieur brut de l'Europe occidentale, ça fait 22 000 milliards. La République démocratique du Congo, potentiellement, est riche, mais ça fait rêver. Et ça fait rire en même temps. Nous avons un autre paradoxe, nous sommes les pays les plus pauvres de l'humanité au regard de l'indice de développement humain. Le Fonds monétaire international nous a décerné un brevet de pauvreté en disant que nous sommes les pays les plus pauvres de la planète. Mais en même temps, nous sommes l'un des pays les plus riches, les mieux dotés de la planète. Donc, il se pose réellement deux problèmes. Les problèmes qui se posent, et c'est dans le cadre de la vision que nous projetons, c'est le problème de la refondation de l'État. Est-ce qu'il est possible de parler de bonne gouvernance quand l'État est complètement en déliquescence? Quand il n'y a plus d'armée dans ce pays, armée républicaine, puisque l'armée devient un danger pour la population. Quand il n'y a plus de police, la police, vous rencontrez les policiers le soir, c'est un danger pour vous, parce que le policier est très mal payé, il n'est pas formé, il n'est pas pris en charge par l'État. Est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance quand la justice, c'est celle des forts contre les faibles?
Est-ce qu'on peut parler de bonne gouvernance là où l'administration publique a été complètement déstructurée? Et nous disons le deuxième problème, bien sûr, c'est un problème de leadership visionnaire, rassembleur, porteur d'espoir et qui va appliquer la bonne gouvernance. Comme Alexandre l'a dit tout à l'heure, tout est question de bonne gouvernance. Et nous disons, ces Congos-là, avec des leaders qui sont porteurs de cette vision-là, et qui comprennent une fois pour toutes qu'ils sont au service du peuple et non l'inverse, ces Congos-là connectés à l'Afrique du Sud, qui est un pôle de développement très important déjà au niveau de l'Afrique australe, connectés au Nigeria, je pense que l'Afrique subsaharienne va bouger. Et moi, je commencerai à sourire le jour où, comme le disait mon ami Djemal, je quitterai Nouakchott jusqu'à Kinshasa, et de Kinshasa, je vais à Nairobi. Pourquoi pas, je peux quitter Durban, en Afrique du Sud. Je traverse le Lubumbashi, toute la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan jusqu'à l'Égypte. Mais je peux partir aussi du Sénégal jusqu'au Rwanda. Voilà, nous voulons une intégration à l'intérieur du Congo, une intégration régionale. Régionale parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui, avec l'Ouganda, nous pouvons exploiter en commun le pétrole et finir la guerre. Nous pouvons exploiter aujourd'hui avec le Rwanda les gaz méthane, finir la guerre, nous avons des intérêts communs. On peut exploiter avec la Tanzanie, la Zambie et le Burundi le pétrole du lac Tanganyika, les poissons, la navigation sur ces grands lacs Tanganyika, où le poisson meurt malheureusement de vieillesse. Le poisson s'ennuie, il n'y a personne pour pêcher ces poissons de lac Tanganyika. Ça peut vous faire rire, mais c'est la vérité. Mais aujourd'hui, les Congos, dans les triangles de Mwanda, vous êtes en République démocratique du Congo, Cabinda, vous êtes en Angola, Pointe-Noire, vous êtes au Congo-Brazzaville, on peut exploiter en commun ce pétrole que Dieu nous a donné. Mais il me semble que chacun choisit de faire un jeu personnel et qu'ensemble, on oublie que nous sommes forts. Je crois que cette vision de l'Afrique réconciliée avec elle-même, rassemblée, pour être une solution à l'humanité, l'Afrique doit saisir sa chance avec l'histoire. L'Asie l'a fait, l'Europe avait commencé, le Nouveau Monde avec l'Amérique latine vient de le faire. Je crois que cette décennie et la décennie suivante devraient être des décennies africaines. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le président Kabila, de son propre gré, peut accepter qu'il y ait des élections? Bien sûr que non. Non. La démocratie aussi, c'est une affaire de rapport de force. Ici, il y a un choix. Le président Kabila utilise l'armée, la police, les institutions de l'État contre l'opposition et la société civile, le Front citoyen, donc je voudrais dire. Mais notre armée à nous, c'est quoi? Notre armée à nous, c'est le peuple. Et notre armée, c'est la Constitution de la République. J'ajouterai pour nous les chrétiens aussi la Bible. Alors, je pense que dans ces combats-là, le dernier mot revient toujours au peuple. Et nous avons compris que nous n'allons pas attendre que la démocratie soit un cadeau. Nous devons mobiliser le peuple pour lui dire « votre destin vous appartient ». Nous sommes des lampes témoins placées à la porte de votre avenir pour que vous-même vous puissiez baliser ces chemins de l'avenir qui vous appartient. L'Afrique, disait Frantz Fanon, a la forme d'un revolver, et la gâchette, c'est la République démocratique du Congo, quand vous regardez. Mais la gâchette, pas pour tuer, non, c'est pour propulser le développement. Et c'est si cette note d'espoir, j'ai écrit tellement de choses, je suis comme un journaliste, je ne termine jamais mon texte, et même en parlant tout à l'heure, il y a des idées nouvelles qui viennent et qui s'ajoutent, mais moi je suis convaincu, je suis de ceux qui pensent, et fermement convaincu que la République démocratique du Congo est une chance pour l'humanité. La République démocratique du Congo, avec cette jeunesse, avec ces femmes déterminées à œuvrer pour le développement, avec un leadership visionnaire, rassembleur, qui met à côté les agendas égoïstes, personnels et cachés, ces Congos-là peuvent encore étonner le monde. Et la France est la bienvenue avec ses opérateurs privés et publics, parce que nous sommes un pays ouvert au monde. Nous sommes ouverts à l'Afrique, nous sommes ouverts à l'Europe, à l'Asie et à l'Amérique. C'est dans les questions, si j'ai bien compris, que nous allons apporter depuis des précisions sur ce que nous avons voulu dire aujourd'hui. Et je voudrais vous donner un petit secret. Je n'ai pas dit exactement ce que j'ai écrit. J'ai dit tout à fait autre chose, parce que j'ai compris que vous attendiez effectivement autre chose. Je vous remercie.